Mardi dernier, le gouvernement Legault a déposé un projet de loi visant à contraindre les médecins formés au Québec à pratiquer dans le réseau public pendant les 5 premières années de leur carrière, sous peine d'importantes pénalités financières. Notre question de discussion cette semaine, choisie par Benjamin Boivin, doit-on obliger les médecins formés au Québec de travailler dans le réseau public? Benjamin, est-ce qu'on peut vraiment être contre ça? Non, on ne peut pas. OK. Non, moi, je suis vraiment favorable à cette mesure-là, mais je dois dire que je suis aussi favorable que surpris. Ça m'étonne beaucoup de voir le gouvernement adopter une politique comme celle-là, qui, à sa face même, peut-être, on pourrait la qualifier d'illibérale. Hein? On oblige des gens à se mettre au service de l'État pendant plusieurs années. Ça a presque une résonance de service militaire obligatoire, là, finalement. Nos sociétés très libérales, très individualistes sont un peu habituées à ça. Et finalement, la logique derrière ça, c'est que un médecin, un jeune médecin, c'est quelqu'un à qui on donne beaucoup. Hein, la société québécoise est organisée de telle manière qu'on reçoit à travers le système d'éducation une éducation supérieure avancée pour des moyens financiers qui sont très limités. Hein. La proportion de ce qu'on paye versus ce que ça coûte, c'est extrêmement mineur. Former un médecin, ça coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. Et pourtant, le médecin, il paye des frais de scolarité qui sont comparables à celui qui a étudié en sciences politiques, en sociologie, en sciences de l'éducation, je ne sais quoi. Et ça ne coûte pas 1 million former un sociologue. Ce qui est évidemment beaucoup moins cher. Et donc, le médecin, c'est une personne à qui on a donné beaucoup. Évidemment, c'est aussi une personne qui a fait énormément d'efforts pour en arriver là. On sait tous que les médecins, pour rentrer à l'université en médecine, il faut faire beaucoup d'efforts. Mais une fois qu'on y est entré, on passe plusieurs années dans un système d'éducation à être formé, à recevoir le meilleur de ce que la société québécoise a à offrir. Hein. C'est malgré tout ce dans quoi on met le plus d'énergie, le système de santé au Québec. Et puis pourtant, jusqu'à ce jour, on ne leur demande pas grand-chose, finalement. Lorsqu'ils sortent du système de santé, du système d'éducation, lorsqu'ils ont terminé leur formation, tout un chacun peut faire à peu près ce qu'il veut. Ce que l'État demande, finalement, en contrepartie pour tout ce qu'on donne à ces gens-là, et non seulement en termes de moyens financiers d'éducation, mais aussi en prestige, en standing, en situation sociale, c'est de contribuer à l'effort global du système de santé pendant seulement quelques années au début de leur carrière, ce qui est, à mon avis, tout à fait justifié. Tout à fait justifié. Est-ce que, Stéphanie, ça abonde dans le même sens? Oui, mais je me demande des fois s'il n'y a pas... c'est une mesure très importante. En fait, ça m'a frappé de voir qu'il y avait seulement 775 médecins qui pratiquaient au privé sur 22 500. Est-ce que ça va faire une vraie différence dans la pénurie ou la difficulté, en tout cas, d'avoir accès à un médecin? C'est ça. Puis le système public est, si on veut, brisé un peu, là, on peut le dire comme ça. Puis il y en a certains médecins qui disent, c'est pour ça que les gens vont au privé, donc réparons le système. C'est peut-être plus préventif. On voit que c'est un phénomène en croissance, que les jeunes médecins se dirigent vers le privé et on veut éviter que ce phénomène-là s'amplifie avec les futurs médecins. Oui, mais c'est un phénomène qui est en croissance importante. Ouais. C'est vrai que c'est des nombres qui, dans l'absolu, sont petits en ce moment, comparativement, quoique le Québec pourrait vraiment jouir d'un apport de plusieurs centaines de médecins qui ne sont pas au service actuellement. Mais c'est un phénomène qui est en croissance, puis avec la privatisation accrue de certaines parties du système de santé, je pense que c'est une mesure qui est prudente et qui pourrait nous régler maintenant des problèmes qui viendraient plus tard. Bon, on parle du système de santé qui est brisé. C'est sûr qu'il y a des causes sur les bénéficiaires du système de santé, mais par conséquent aussi sur les médecins qui, par exemple, doivent prendre beaucoup de patients pour compenser au manque de médecins dans le public. Donc ça, c'est un fait, mais il y a aussi le fait qu'avant même d'être sur le marché du travail, on en connaît un jeune médecin qui voulait travailler ici à Québec dans le public. Or, on lui a dit, il n'y a pas de poste pour toi, donc il faudrait que tu ailles travailler à Chibougamau, mais c'est tout à fait compréhensible que la personne dit, moi, mon réseau est ici, je veux travailler dans la ville où je suis, où je demeure, etc. Donc, il a fait le choix d'aller au privé. Mais c'est pas parce qu'il voulait pas travailler au public. C'est souvent des événements comme ça, des contraintes qui font que... Mais il y a des précédents, James, dans d'autres domaines. Mon frère travaille pour la garde côtière. Il est allé à l'université de la garde côtière et il devait s'engager à travailler environ 5 ans aussi pour le réseau public. Et il ne pouvait pas choisir exactement où il allait travailler. Il pouvait postuler pour une zone géographique au Canada en espérant rester, disons, dans l'est du pays. Ce ne serait pas complètement nouveau qu'on demande aux médecins de faire quelque chose de similaire. Oui, puis de toute façon, je veux dire, on a des contraintes dans la vie. Ces contraintes-là, elles sont proposées au début de l'âge adulte, dans une période où quand même on a plus de flexibilité qu'à d'autres. Et certes, le système de santé a des problèmes importants qui ne sont pas seulement causés par le fait qu'il y ait des médecins qui choisissent de travailler dans le secteur privé. Et ces problèmes-là peuvent être dissuasifs pour un certain nombre d'étudiants en médecine qui choisissent d'éviter le secteur public. Or, c'est pas parce que cette solution-là ne règle pas tous les problèmes qu'elle n'en règle pas un.
Et je pense que lorsque les fédérations de médecins spécialistes ou de médecins omnipraticiens ou même les fédérations d'internat, d'étudiants médecins, disent que ces mesures-là pourraient avoir un effet dissuasif sur les jeunes étudiants qui veulent entrer en médecine, moi, je pense que c'est vraiment de la poudre aux yeux, c'est une vaste mascarade. Il y a au Québec une pénurie de médecins qui est causée pas par le manque de gens qui veulent devenir médecins, mais par le manque de place dans le secteur, dans la formation. Et il y a des difficultés comme celles que tu évoquais qui sont liées à des mauvais fonctionnements bureaucratiques à l'intérieur du système de santé qui doivent être réglés par ailleurs. Comment tracer la ligne avec d'autres professions? Je pense par exemple les infirmières, les enseignants. Il y a des pénuries aussi dans ce domaine-là. Majoritairement, ils travaillent pour l'État, mais peuvent choisir de travailler pour le privé. Pourquoi ne pas appliquer aussi à ces corps de métiers-là la même politique? Oui, mais là, attention, c'est-à-dire qu'en éducation, le système privé est quand même à 40 financé c'est même 40-60 financé par l'État. Là. Donc, c'est pas du tout la même chose où le privé en médecine n'est aucunement financé par l'État. Mais il y a aussi le fait que les médecins dans la société québécoise jouissent d'une position qui est vraiment extrêmement privilégiée, d'une manière qui est dramatiquement différente de celle de toutes ces autres professions, où d'ailleurs, souvent, les problèmes de main-d'œuvre, le manque de main-d'œuvre n'est pas causé par le problème chez les infirmières ou chez les enseignants ou chez d'autres corps de métier, c'est qu'il y a moins de gens qui veulent le faire ou des gens qui quittent la profession après quelques années dans ce secteur-là. Chez les médecins, c'est un manque qui est vraiment, comme je le disais, causé à la source là, par le manque de place dans le milieu universitaire. Peut-être aussi par un esprit corporatif qui rend très étroit les conditions pour devenir médecin. Peut-être qu'on a un élitisme exagéré dans notre processus de formation de médecin. Et finalement, les médecins, en raison de tout ce qui leur est donné dans la formation et par la suite dans des salaires qui sont parmi les meilleurs de la société québécoise, je pense qu'on peut dire qu'ils jouissent d'un statut qui est différent de celui de l'enseignant ou de l'infirmière qui vraiment ont des salaires assez moyens et qui ne sortent pas de l'ordinaire. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ils veulent aller au privé? Est-ce que c'est parce qu'ils vont faire plus d'argent? Je suis persuadé qu'il y a une variété de causes comme celle que du cas particulier dont tu discutais. Des meilleures conditions aussi, en général. Oui, pour élever une famille, des fois, au privé, tu n'es pas nécessairement sur appel les soirs et les fins de semaine, tu n'es pas de garde. Moi, quand même, j'ai été étonné d'un aspect de ce projet de loi dont on n'a pas encore tous les détails, là, donc c'est difficile de se prononcer, mais il était quand même mentionné qu'il y aurait des amendes de 20 à 100 000 pas par année, par jour ou par acte médical. Dans le fond, aux médecins qui ne respecteraient pas la consigne. Autrement dit, c'est comme impossible de ne pas la respecter. Là. C'est comme la limite avant la prison, disons. Il me semble que ça ne respecte pas quand même la réalité où des fois, on est obligé de déménager dans la vie. Je pense à un décès dans une famille, un mariage, toutes sortes de situations complexes qui peuvent légitimement, pas par une recherche de profit, obliger quelqu'un à changer de province ou même de pays. Il me semble qu'il devrait avoir moyen de moyenner. Là. Mais ça, c'est l'autre question que je ne sais pas si c'est si distinct, mais parce qu'il y a l'histoire du public et du privé, mais il y a l'histoire aussi de dire est-ce qu'ils doivent rester au Québec? Comme là, tu évoques plus cet enjeu-là. C'est pas encore clair dans le projet de loi s'ils vont attaquer cette question-là de est-ce qu'on demande aux médecins de rester dans la province? Il y a deux dispositions différentes dans la loi. L'une concerne le travail dans le secteur public-privé et c'est celle-là qui s'accompagne d'amendes qui sont en effet très importantes. Puis il y a une autre disposition qui concerne le lieu d'emploi au Québec ou ailleurs. Puis cette disposition de la loi est moins élaborée. Les amendes ne sont pas précisées, la durée n'est pas précisée encore. Moi, je pense que lorsqu'on parle d'amende, il y a différentes manières de voir le but d'une amende. L'amende, on peut la concevoir comme un mécanisme par lequel les plus privilégiés peuvent s'acheter le droit de ne pas respecter la loi. Et ça fonctionne pas. À 100 000 par jour, personne ne peut s'acheter ça. Là. Exactement. Et donc, le but de l'amende, finalement, c'est de dissuader le comportement qu'on veut réprimer. Et avec une amende à 100 000 ou 20 000 par jour ou par acte, bien évidemment, il y a très peu de gens qui vont choisir de payer l'amende. Donc, l'objectif de la loi va être accompli par une sanction qui est suffisamment dissuasive. Peut-être que le problème vient du fait qu'il n'y a aucune exception qui sont prévues actuellement. J'imagine qu'on peut en concevoir et j'ai de la difficulté à imaginer que le processus parlementaire ne va pas mener à certaines exceptions qui soient reconnues éventuellement. Est-ce que oui, James? Mais j'ai de la misère à voir, en fait, c'est quoi l'effet recherché au sens où est-ce qu'ils pensent que ça va être suffisant pour régler les problèmes du système public? C'est comme, est-ce que ça va juste masquer puis les convaincre? Sûrement un élément parmi un ensemble de facteurs. La dernière question que je me pose, mais on ne pourra probablement pas y répondre maintenant, c'est est-ce qu'une telle mesure ne pourrait pas être contestée sur le plan légal? C'est quand même une certaine atteinte aux droits fondamentaux, surtout de pouvoir bouger à l'intérieur du pays. Quoique, je me rappelle aussi que le Collège des médecins est très sévère pour ne pas reconnaître les diplômes des gens qui ont étudié à l'extérieur. Donc, peut-être que ça pourrait aller des deux bords.
Bien, moi, je trouve ça très intéressant. Puis d'ailleurs, François Legault a dit qu'il n'écartait pas la possibilité d'avoir recours à la clause dérogatoire parce que, justement, on pourrait contester puis dire que ça viole, entre autres, l'article 15 de la Charte des droits et libertés. Il y a différents mécanismes qui ont été envisagés là, pour combattre ce problème-là d'exode de médecins. Puis différents mécanismes peuvent être plus ou moins discriminatoires et avoir plus ou moins de chances de réussir à passer le test des tribunaux. En effet, celui-là, avec les amendes, là, plutôt qu'un mécanisme de remboursement des frais de scolarité, par exemple, qui serait discriminatoire pour les plus jeunes médecins qui viennent de familles moins fortunées. Pour le moment, le gouvernement estime qu'ils vont être capables de traverser le test des tribunaux, mais de toute façon, on a vu dans le passé que ce gouvernement est tout à fait disposé à utiliser la clause dérogatoire lorsqu'il en a besoin. Alors, la question est lancée. Vous pouvez nous donner votre opinion en nous écrivant à verbomoteur@le-verbe.com ou directement dans les réseaux sociaux Facebook et YouTube.